Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'Océanie et de l'Indonésie et d'essayer de répondre à la question où se situe la frontière entre l'Océanie et l'Asie. En effet, du fait qu'il y ait une continuité d'îles entre l'Asie et l'Océanie, cela rend la frontière difficile à faire. Cela nous donnera un bon prétexte pour découvrir l'Océanie sous différents aspects. Bon, tout d'abord, commençons par placer le contexte et faire le tour des pays d'Océanie sur lesquels il n'y a pas de débat. On va essayer de placer un mot sur au moins celle de 100 000 habitants. Historiquement, l'Océanie est divisée en 4 grandes régions: Polynésie, Mélanésie, Micronésie et Australie. Ce découpage est basé sur la population se trouvant sur les îles avant que les Européens n'y arrivent. Néanmoins, les populations, ce n'est jamais vraiment totalement fixe, et il y a des échanges et des migrations, ce qui fait qu'aujourd'hui, le découpage n'est plus vraiment d'actualité, et on va parler plutôt d'Océanie proche et d'Océanie lointaine. On va commencer par le groupement le moins peuplé, la Micronésie, qui veut dire les petites îles, d'une fédération du même nom de 4 états, ou encore les Kiribati qui devraient disparaître dû à la montée du niveau de la mer d'ici 30 ou 50 ans. Entre ces deux territoires se trouvent les îles Marshall qui ont servi pour des essais nucléaires, et enfin les îles Mariannes dont l'île de Guam appartient toujours aux USA. L'Australie est le pays le plus peuplé de l'Océanie et représente au moins 50% de sa population. Au sud-est de l'Australie, on trouve la Nouvelle-Zélande, historiquement en Polynésie, même si assez éloignée. Polynésie, ça veut dire îles nombreuses, et ses principaux territoires sont les îles Samoa, dont une partie est américaine, les îles Tonga, qui fut autrefois un empire qui régnait sur tout l'ouest de la Polynésie, et la Polynésie française, avec pour île principale Tahiti. On peut aussi citer les îles Wallis et Futuna, qui sont deux petites îles appartenant à la France. Les îles Fidji sont plus proches des îles polynésiennes, et ont par exemple créé une équipe de rugby commune avec les Tonga et les Samoa, mais font toutefois partie historiquement des îles mélanésiennes. Mélanésie qui signifie île noire. On peut y retrouver la Nouvelle-Calédonie qui est française, mais aussi l'archipel des Vanuatu, qui était un des derniers exemples de territoire où la souveraineté était partagée entre deux nations, en l'occurrence la France et le Royaume-Uni. Ensuite, les îles Salomon, qui étaient anciennement peuplées par la civilisation Lapita, 1500 ans avant notre ère, et qui a été la première civilisation à coloniser l'Océanie dite lointaine. C'est un tour de force pour l'époque, car il fallait naviguer en haute mer sans visualiser les côtes, pour découvrir ces îles. Ce qui explique pourquoi elles ont été colonisées bien plus tard. L'île suivante est l'île de la Nouvelle-Guinée, parfois appelée Papouasie, en raison du peuple papou qui s'y trouve. Si la ville côtière de Port Moresby est pour le moment la première aire urbaine du pays, la région la plus dense se trouve non pas sur les côtes, mais dans les montagnes. Et il est possible qu'une agglomération se structure et dépasse rapidement la capitale en termes de population. Et j'avoue ne pas avoir trouvé d'explication à cette particularité. Bon, pour finir, on va quand même faire les nations de moins de 100 000 habitants. Et afin d'immortaliser solennellement tout un tas de petites îles qui risquent d'avoir des fortunes diverses suite à la montée des eaux, on va faire un Pokérap. Je vous jure qu'on va forcer. Je veux être le meilleur de tous les voyageurs, sans aucun répit je visiterai l'Océanie. Palaos, Cook, Nauru, Wallis, Futuna, Tuvalu, Norfolk, Tokelau, Niue, Pitcairn, Marshall. Il y en a plus de 10 000 que tu peux visiter. Se faire engloutir c'est peut-être leur destinée. Ah, je suis vraiment désolé pour vos oreilles, je me doutais bien que c'était une idée de merde. Bon. Sur une note plus sérieuse, je pense qu'il est temps de parler du cas épineux de la frontière ouest. Si on regarde la carte du sud-est de l'Asie, on voit qu'il y a un problème, l'Indonésie. D'un côté, on a une partie de l'Indonésie clairement en Asie, comme par exemple l'île de Java ou l'île de Bornéo que l'Indonésie partage avec le Brunei et la Malaisie, dont l'autre moitié du territoire se trouve sur l'île eurasienne. Et de l'autre, on a une partie en Nouvelle-Guinée, qui est une île clairement classée en Océanie et qui d'ailleurs réclame son indépendance depuis de nombreuses années, mais on y reviendra. Il semble donc impossible de fixer la frontière entre l'Asie et l'Océanie sans couper l'Indonésie en deux, à moins bien sûr que la Papouasie de l'Ouest n'obtienne son indépendance, ce qui pourrait régler le problème. Vous avez devant vos yeux les plateaux continentaux Sahul et Sunda. Un plateau continental, c'est grosso modo une terre immergée qui a les mêmes propriétés que la terre du continent. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, on peut rapidement voir que les principales îles d'Indonésie se trouvent sans débat possible en Asie.
Néanmoins, il y a plusieurs îles de taille moyenne se trouvant dans aucune des deux plaques, dans une zone de transition que l'on appelle Wallacea, composée de l'île Sulawesi, des îles de la Sonde et des Moluques. Et cette partie fait débat. Certains les considèrent en Océanie et d'autres en Asie. Sur la carte, vous avez les frontières qu'ont tracées plusieurs zoologistes se basant sur la répartition des mammifères ou des poissons. Nous, on va essayer de faire notre propre ligne en se basant non pas sur les animaux, mais sur les hommes. Et on va apprendre plusieurs critères comme la langue, la religion, la géographie, et on va essayer de faire cette frontière sans couper une île en deux cette fois. Sur la religion, on voit que la partie asiatique de l'Indonésie est plutôt musulmane, et que l'est de l'Indonésie est plutôt catholique. A noter que les Moluques centrales étaient historiquement plutôt chrétiennes, mais sont aujourd'hui à 50-50. On développera l'histoire de ce territoire un peu plus tard. Au final, il pourrait être facile de tracer une frontière est-ouest ainsi. Passons maintenant à la carte des langues. Quand on la regarde, on voit rapidement trois ensembles. À l'ouest, l'ensemble Sunda Sulawesi Bornéo, en gris et en rose, situé quasiment intégralement dans des régions musulmanes. L'ensemble badanésien en jaune, situé dans une ère chrétienne, et l'ensemble des langues de Nouvelle-Guinée en vert et en marron, et dans quelques nuances d'indigo, qui offrent donc une grande diversité de langues. L'île papouasienne est majoritairement chrétienne, néanmoins les Moluques du Nord, qui semblent faire partie de cette ère, sont plutôt musulmanes. Bon, du coup, à partir de là, on peut déjà commencer à dégrossir le travail avec les Sulawesi et les îles de la Sonde occidentale qui sont sans aucun doute en Asie, tandis que le reste peut encore faire débat. Sur le plan géographique, on peut voir qu'il y a une continuité d'îles, de l'île de Java jusqu'à l'île du Timor. Parlons justement du Timor oriental qui a obtenu son indépendance il y a 20 ans. Sur les deux cartes, vous pouvez voir que culturellement, il se trouve plutôt à l'est dans l'ensemble badanésien et catholique. Néanmoins, les dirigeants du Timor-Leste ont plusieurs fois renouvelé leur candidature pour rejoindre l'ASEAN, qui est une sorte d'Union européenne pour l'Asie du Sud-Est, ce qui marque leur sentiment d'appartenance à l'Asie, malgré une culture bien différente du reste de l'Indonésie. On pourrait donc les inclure en Asie. Sachant ça, on peut penser que les îles de la Sonde orientale, qui partagent à peu près les mêmes propriétés mais qui font partie de l'Indonésie, pourraient également y être rattachées. Il nous reste à traiter l'épineuse question des Moluques. Commençons par la province Nord. Le seul argument qui penchait en faveur de l'Océanie était que les différentes langues qui s'y trouvaient étaient issues de branches du papouasien. C'est un peu faible comme argument, d'autant que 60% des habitants parlent un créole de l'indonésien qui sert de langue véhiculaire, c'est-à-dire une langue que l'on parle de base lorsqu'on est en présence de quelqu'un n'ayant pas la même langue maternelle que soi. La question de la langue étant réglée, on peut donc les classer en Asie. Au centre, c'est tout de suite moins clair. Pour la petite histoire, avant d'être 50-50 sur le plan religieux entre catholiques et musulmans, les îles Moluques centrales étaient principalement chrétiennes et mélanésiennes. Lors de leur déclaration d'indépendance de 1945, les Moluques étaient reconnus comme faisant partie du territoire de la Nouvelle République des États-Unis d'Indonésie. Mais en 1951, les Moluques ont décidé de faire sécession, ne se sentant pas représentés dans une nation majoritairement musulmane. L'Indonésie réprima l'initiative par la force et le gouvernement des Moluques fut exilé vers les Pays-Bas. La stratégie qu'a choisi le gouvernement indonésien pour calmer le jeu est d'y envoyer 60 000 musulmans afin d'en faire un territoire majoritairement musulman pour mettre les chrétiens en minorité et délégitimer la volonté d'indépendance et donc avoir un territoire favorable à Jakarta. Idée de génie parce que maintenant, au lieu de lutter contre le pouvoir central, les chrétiens des Moluques et les musulmans se tapent allègrement dessus. Un exemple parfait du diviser pour mieux régner donc. Aujourd'hui, l'État a perdu toute volonté indépendantiste, mais quelques tensions subsistent entre les deux communautés. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets une source dans les commentaires. Il ne resterait donc que la Papouasie indonésienne que l'on pourrait classer en Océanie. Contrairement aux Moluques, la Papouasie occidentale ne faisait pas partie de la République des États-Unis d'Indonésie, car les Néerlandais considéraient la province comme culturellement trop distincte du reste de l'Indonésie. Et en 1961, les Hollandais créent un parlement papou pour entamer la transition. Dans la foulée, le président indonésien mobilise l'armée pour aller annexer l'ouest de la Papouasie.
Le ton monte entre Néerlandais et Indonésiens et se mettent d'accord sur le transfert de l'administration à une autorité temporaire des Nations Unies. Et le fait qu'un référendum d'autodétermination doit être fait dans les 7 ans. Ce référendum sera tenu en 1969 comme prévu, et à l'unanimité des votants, la Nouvelle-Guinée occidentale fut intégrée à l'Indonésie. Ce qui est plutôt normal puisque le gouvernement indonésien a désigné les 1026 qui auraient le droit de voter. Faut dire qu'en plus de tout le bois à vendre, dont déjà d'ailleurs un quart est parti en fumée, des gisements de cuivre avaient été découverts 2 ans plus tôt, et que les Indonésiens n'allaient pas laisser passer une telle chance. La société qui a acquis des gisements est d'ailleurs le premier contributeur au budget indonésien, et n'hésite pas à bien polluer les sols. En attendant, le gouvernement indonésien a envoyé 750 000 migrants pour prendre le contrôle des côtes, pendant que les Papous sont en moyenne bien plus souvent en dessous du seuil de pauvreté que la population du reste du pays. Pour le coup, ici on a un bel exemple de colonisation non menée par des occidentaux. Aujourd'hui, les indépendantistes se sont fédérés dans un mouvement indépendantiste et mènent une guérilla et sont souvent violemment réprimés dans des massacres et de la torture. Et pour le moment, on compte 100 000 victimes papous. De leur côté, les USA préfèrent ménager le partenaire indonésien sur la question papou afin d'éviter de froisser un partenaire économique. Bon, on a donc réussi à définir nos frontières. Reste donc à parler démographie et à voir comment se répartit la population océanienne. Voici le tableau récapitulatif de la population des États d'Océanie. Si la moitié des Océaniens vivent en Australie, on a un peu moins de 30% qui vivent sur l'île de Nouvelle-Guinée, contre un 10e en Nouvelle-Zélande. Le reste de l'Océanie se partage donc le 10e restant. Au niveau des villes, vous avez, comme depuis le début de cette vidéo, à gauche, la liste des aires urbaines les plus peuplées d'Océanie, et à droite, la carte qui positionne les plus grosses villes d'Océanie. A noter que les aires situées à moins de 120 km de distance ont été cumulées sur la carte. Vous pouvez remarquer que 40% de la population australienne vit dans les villes de Sydney et de Melbourne. Si on ajoute Perth et Brisbane ainsi que les villes gravitant autour de ces 4 villes, on arrive à 70% de la population australienne. En ajoutant Auckland, on arrive à 40% de la population océanienne. Avec ces chiffres, j'essaye de vous faire comprendre l'énorme déséquilibre qu'il y a entre les 5 villes et le reste du territoire. Sur l'île Papou, c'est un peu le contraire. Tant à l'est qu'à l'ouest, les grandes agglomérations ne se sont pas encore structurées et commencent tout juste à être attractives. Il est difficile d'avoir des statistiques précises sur les aires urbaines ou les aires métropolitaines, qui nécessitent donc soit un calcul basé sur le déplacement de population, qui va être compliqué à faire dans des pays encore en développement, soit d'avoir défini un périmètre précis, ce qui n'est actuellement pas le cas. Et je suis donc obligé de faire mes propres estimations basées sur les distances et des recensements, pas très précis donc. Par exemple, pour prendre le cas le plus extrême, la commune de Monhagen, dont le recensement fait état de 30 000 habitants, mais 700 000 habitants se trouvent à 1 heure de route. Si on prend le critère des 120 km, on pousse à 3 millions d'habitants. La ville pourrait donc, dans les années à venir, venir polariser et attirer la population des zones alentours. A mon sens, cela représente bien la situation sur l'île, où la répartition démographique actuelle devrait évoluer rapidement et des agglomérations pourraient émerger. Cela est encore plus vrai dans l'ouest, où l'accroissement démographique est assez inégal et dépend pas mal des investisseurs des entreprises transnationales et des décisions du pouvoir central indonésien. Pour finir, malgré que les dépendances françaises sont assez éloignées de tout et sont assez petites, les 2 villes capitales, Nouméa et Papeete, s'en sortent plutôt bien sur le plan démographique et ont bien réussi à servir de pôle dynamique pour les 2 territoires. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous avait intéressé, vous pouvez laisser un like et vous abonner. Et je vous invite à me donner un avis sur, selon vous, quelles îles appartiennent à l'Océanie, quelles îles appartiennent à l'Asie et tous les autres débats possibles et imaginables que l'on peut faire à partir de cette vidéo dans les commentaires.